médaillon d'or s'ouvrit entre les doigts tremblants d'Aurore Delma, révélant non pas le portrait de la défunte duchesse de Montbrun, mais son propre visage en miniature. Son souffle se coupa net tandis que ses yeux s'écarquillaient sous la lumière dorée du crépuscule. Derrière elle, le duc Théophile s'immobilisa dans l'encadrement de la porte, son regard trahissant non la colère, mais une peur ancienne. Les portraits des ancêtres semblaient tous la fixer depuis leur cadre doré, comme si un secret vieux de 28 ans venait de briser le silence parfait du domaine. Aurore referma lentement le médaillon, sentant le poids d'une vérité qui changerait à jamais sa place dans ce monde où chaque nom portait le fardeau de son histoire. La diligence s'arrêta devant les grilles du domaine de Montbrun par un matin brumeux de septembre 1847. Aurore Delma ajusta son chapeau simple et resserra son châle, consciente que sa tenue, bien que soignée, trahissait sa condition modeste. À 28 ans, elle avait appris à porter sa dignité comme seul véritable ornement. « Madame est attendue », annonça le cocher en déchargeant sa malle et sa boîte de matériel de miniaturiste. L'invitation était arrivée 3 semaines plus tôt sur un papier au filigrane élégant. Le duc Théophile de Montbrun requérait ses services pour restaurer plusieurs portraits de famille et réaliser quelques miniatures d'après les toiles anciennes. Une commande providentielle pour Aurore, dont l'atelier parisien survivait difficilement malgré son talent reconnu par quelques connaisseurs. « Je vous accompagne, madame », proposa un domestique en livrée sombre qui semblait surgi de nulle part. L'allée principale serpentait entre des arbres centenaires. Au détour d'une courbe apparut enfin le château, imposante bâtisse de pierre blonde aux proportions harmonieuses. Aurora sentit son cœur si Sarah. Dans une autre vie, elle aurait pu franchir ses portes en invitée, non en artisane. Mais cette villa s'était éteinte avec la ruine de sa famille et la mort de ses parents. Il ne lui restait que son art et un nom d'emprunt pour dissimuler ses origines nobles désormais sans fortune. « Le duc vous recevra dans la bibliothèque », indiqua le majordome en la guidant à travers un vestibule aux murs ornés de tapisseries anciennes. Tout dans cette demeure respirait une élégance austère, comme si le temps s'était arrêté. Les rideaux mi-tirés filtraient une lumière grise, les miroirs semblaient voilés par une mélancolie persistante. « Le domaine porte encore le deuil de la duchesse », murmura une femme de chambre qui passait, interceptant le regard interrogateur d'Aurore. « 5 ans déjà, mais monsieur le duc n'a jamais voulu que l'on change quoi que ce soit. » La bibliothèque s'ouvrit sur un monde de cuir et de bois précieux. Devant une fenêtre haute se tenait un homme de haute stature, le dos tourné. À l'entrée d'Aurore, il pivota lentement. « Madame Delma, je présume. » Le duc Théophile de Montbrun paraissait avoir une 40aine d'années. Son visage au trait fin portait cette beauté particulière que donne la mélancolie maîtrisée. Ses yeux gris l'observèrent avec une intensité qui la fit frémir imperceptiblement. « Je vous remercie d'avoir accepté ma proposition », poursuivit-il d'une voix posée. « Votre réputation de miniaturiste est parvenue jusqu'à moi par l'entremise du comte de Vaudreuil. Je suis honoré de votre confiance, monsieur le duc, » répondit Aurore en s'inclinant légèrement. Il lui désigna un siège et s'assit face à elle, gardant une distance respectueuse. La galerie des portraits nécessite quelques restaurations. Certaines œuvres ont souffert de l'humidité, d'autres mériteraient d'être reproduites en miniature. Il marqua une pause. La duchesse appréciait particulièrement cet art délicat. Aurore nota l'emploi du présent, comme si la défunte habitait encore ses murs. « Je ferai de mon mieux pour honorer sa mémoire. » Un éclair passa dans le regard du duc, trop bref pour qu'elle puisse l'interpréter. « Vous séjournerez dans l'aile et j'ai fait préparer un atelier adjacent à votre chambre pour que vous puissiez travailler à votre convenance. » Alors qu'il la guidait vers ses appartements, Aurore sentit le poids du silence qui régnait dans cette demeure. Chaque portrait accroché semblait la suivre du regard, comme si elle était une intruse dans un sanctuaire figé par le deuil. Ce n'était pas la première fois qu'elle travaillait pour l'aristocratie, mais jamais elle n'avait ressenti cette impression troublante d'être attendue par les murs eux-mêmes. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée d'Aurore à Montbrun. Chaque matin, elle se rendait dans la galerie des portraits pour examiner les toiles à restaurer. Le duc lui avait laissé carte blanche, n'apparaissant que rarement pour suivre l'avancement de son travail. Ce jour-là, elle s'attardait devant le portrait d'une jeune femme aux yeux d'un bleu profond, dont la ressemblance avec les autres tableaux suggérait qu'elle appartenait à la lignée des Montbrun. Pourtant, aucune inscription ne l'identifiait. « C'est une cousine éloignée », expliqua la voix du duc derrière elle, la faisant sursauter. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous effrayer. » Je m'interrogeais sur son identité, répondit Aurore en reprenant contenance. Son regard semble porter un secret. Le duc s'approcha du tableau, les mains croisées dans le dos. Les secrets sont le patrimoine des vieilles familles, madame Delma, parfois plus précieux que les terres ou les titres. Il y avait dans sa voix une note étrange, presque personnelle. Leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'ils ne s'éloignent vers la fenêtre. « Avez-vous tout ce qu'il vous faut pour votre travail ?»« Oui, monsieur le duc. Votre intendant a été très prévenant. » Il hocha la tête et quitta la pièce, la laissant à nouveau seule parmi ces visages du passé. Plus tard dans l'après-midi, cherchant un meilleur éclairage pour examiner un détail,
Aurore se dirigea vers l'aile ouest. En passant devant une porte entr'ouverte, elle entendit les notes mélancoliques d'un piano. Poussée par la curiosité, elle s'approcha silencieusement. La salle de musique était baignée d'une lumière dorée. Personne n'y jouait pourtant. Le son provenait d'une boîte à musique posée sur le piano à queue. Aurore s'avança, fascinée par la mélodie qui semblait raconter une histoire de regret et d'espoir perdu. Sur le pupitre reposait un petit médaillon en or finement ciselé. Elle le prit délicatement, admirant le travail d'orfèvrerie. Sans réfléchir, elle pressa le mécanisme d'ouverture. Le médaillon s'ouvrit entre ses doigts. Son cœur manqua un battement. Ce n'était pas le portrait de la défunte duchesse qu'elle découvrait comme elle s'y attendait, mais son propre visage, peint en miniature avec une précision stupéfiante. Même grain de beauté près de la tempe, même courbe particulière des sourcils, même expression dans le regard. Impossible. Et pourtant, que faites-vous ici? La voix du duc la fit sursauter, violemment. Le médaillon lui échappa presque des mains. Elle se retourna le cœur battant pour découvrir Théophile de Montbrun figé dans l'encadrement de la porte. Son visage n'exprimait pas la colère qu'elle redoutait, mais une peur ancienne, une vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais soupçonnée chez cet homme d'ordinaire 6 mètres de lui. « Jay, pardonnez-moi, balbutia-t-elle. J'ai entendu la musique et puis j'ai trouvé ce médaillon. Je n'aurais pas dû. » Le duc s'avança lentement, son regard alternant entre le visage d'Aurore et le portrait miniature. « Cette salle était celle de la duchesse, dit-il d'une voix étrangement calme. Personne n'y entre habituellement. Je comprends. Je vais me retirer. » Elle tendit le médaillon, mais il ne fit aucun geste pour le reprendre. Ses yeux semblaient chercher quelque chose dans les traits d'Aurore, une confirmation peut-être. « Gardez-le, dit-il finalement. Peut-être était-il destiné à vous trouver. » Cette phrase énigmatique resta suspendue entre eux comme une question sans réponse. Aurore sentit que quelque chose venait de basculer, que sa présence à Montbrun prenait soudain une dimension qu'elle ne comprenait pas encore. « Je devrais partir, murmura-t-elle. »« Non, répondit-il avec une fermeté soudaine. Restez. Votre travail n'est pas terminé. » Cette nuit-là, Aurore ne put trouver le sommeil. Le médaillon posé sur sa table de chevet semblait pulser comme un second cœur dans l'obscurité. Une décision s'imposait, fuir ce mystère ou rester pour découvrir la vérité qui se cachait derrière son propre visage emprisonné dans l'or. À l'aube, sa résolution était prise. Elle resterait quelles que soient les conséquences. Les jours suivants s'écoulèrent dans une atmosphère chargée de non-dits. Aurore poursuivait son travail de restauration, consciente du poids du médaillon qu'elle portait désormais caché sous ses vêtements. Le duc, quant à lui, semblait partager son temps entre l'évitement et une observation discrète, mais constante. Un matin, alors qu'elle retouchait délicatement la couleur d'un visage pâli par le temps, elle sentit sa présence avant même de l'entendre. « Votre technique est remarquable, dit-il en s'approchant pour examiner son travail. Vous redonnez vie à ces visages sans trahir leur essence. C'est le principe même de la restauration, monsieur le duc. Préserver l'âme tout en réparant l'enveloppe. » Un silence s'installa, plus éloquent que des mots. Leurs regards se croisèrent dans le reflet de la toile vernie. « Le médaillon commença-t-il avant de s'interrompre. L'avez-vous gardé ? » « Oui, répondit-elle simplement. »« Bien. » Ce fut leur première véritable conversation depuis l'incident de la salle de musique. Une brèche s'était ouverte dans le mur invisible qui les séparait. L'après-midi même, l'arrivée d'une calèche élégante vint perturber la quiétude du domaine. Aurore observa depuis la fenêtre de son atelier une femme d'une 50aine d'années descendre avec une grâce calculée. Son maintien et sa toilette raffinée trahissaient son rang. Plus tard, convoquée au salon pour présenter l'avancement de son travail, Aurore fit la connaissance de la marquise Hélène de Sancerre, cousine éloignée du duc et, comme elle le comprit rapidement, gardienne autoproclamée des convenances familiales. « Alors c'est vous l'artiste » déclara la marquise en l'examinant à travers son face-à-main. « Théophile m'a parlé de votre talent. Êtes-vous de Paris ?»« Oui, madame la marquise. J'y tiens un petit atelier. »« Fascinant. Une femme qui vit de son article. Les temps changent, n'est-ce pas Théophile ?» Le duc ne releva pas la pointe d'ironie. « Madame Delma a étudié auprès des meilleurs maîtres, répondit-il simplement. La conversation dériva ensuite vers des sujets qui excluaient tacitement Aurore, alliance familiale, propriété adjacente, projets matrimoniaux. Elle comprit, aux regards appuyés de la marquise, que sa présence était à peine tolérée. « Mon cher cousin, dit finalement Hélène de Sancerre en reposant sa tasse, nous devons parler de l'alliance avec les Valençay. Leur fille aînée serait un parti convenable, et il est temps que Montbrun retrouve une maîtresse de maison. » Le duc jeta un bref regard vers Aurore, dont le cœur se serra inexplicablement. « Nous en discuterons plus tard, Hélène, le temps presse Théophile. 5 années de deuil, c'est respectable, mais la lignée ne peut attendre indéfiniment. » Aurore se leva discrètement. « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore du travail. »
Bien sûr, ma chère, répondit la marquise avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. L'art n'attend pas. En regagnant son atelier, Aurore sentit le poids de sa condition comme jamais auparavant. Le médaillon contre sa peau semblait soudain plus lourd. Elle n'était qu'une artisane dans ce monde où les alliances se tissaient par nécessité et où les sentiments restaient soumis aux exigences du nom. Pourtant, lorsqu'elle croisa à nouveau le duc dans le couloir ce soir-là, quelque chose dans son regard la troubla profondément. « Ne prêtez pas attention à Hélène, dit-il à voix basse. Elle voit des menaces là où il n'y a que des possibilités. » Ces paroles énigmatiques résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Aurore. Était-elle une menace ou une possibilité? Et pour qui? 2 semaines plus tard, Aurore retrouvait son atelier parisien, niché sous les toits d'un immeuble ancien du Marais. Le duc avait insisté pour qu'elle revienne à Montbrun après avoir réglé quelques affaires et renouvelé ses fournitures. Ce répit temporaire lui permettait de reprendre ses esprits, loin de l'atmosphère troublante du domaine. La lumière douce de l'automne parisien filtrait à travers les verrières, illuminant les miniatures en cours et les flacons de pigments soigneusement alignés. Aurore se sentait à nouveau elle-même dans cet espace qui n'appartenait qu'à elle, où chaque objet racontait son histoire et non celle d'une lignée aristocratique. Un coup discret à la porte interrompit sa rêverie. Surprise, ses clients prenaient habituellement rendez-vous. Elle alla ouvrir. Le duc de Montbrun se tenait sur le palier, vêtu d'un costume sobre qui le distinguait à peine d'un bourgeois aisé. Sans sa rigidité habituelle, sans le cadre imposant du domaine, il semblait presque vulnérable. « Monsieur le duc, murmura-t-elle, décontenancée. « Ici je ne suis que Théophile, répondit-il en ôtant son chapeau. Puis-je entrer ?» Elle s'écarta pour le laisser passer, soudain consciente du désordre artistique qui régnait dans son atelier. Il observa les lieux avec une curiosité sincère, s'attardant sur les esquisses accrochées au mur, les outils minutieusement disposés sur l'établi. « Alors c'est ici que naissent vos œuvres, dit-il en effleurant du doigt une miniature inachevée. C'est plus vivant que je ne l'imaginais. L'art ne peut naître dans un environnement trop ordonné, répondit-elle en souriant. Du moins, c'est ce que je me dis pour justifier mon chaos. Pour la première fois, elle vit un sourire authentique éclairer son visage. Que me vaut l'honneur de votre visite? Demanda-t-elle finalement. Je suis à Paris pour affaires, expliqua-t-il. Et je voulais vous voir, loin de Montbrun, loin des regards et des attentes. Cette franchise inattendue la désarma. Il sortit de sa poche un petit paquet enveloppé de papier de soie. J'ai trouvé ceci chez un antiquaire. Je pense que cela pourrait vous intéresser. C'était un pinceau ancien aux manches d'ivoire finement sculpté, un objet rare que seul un connaisseur aurait pu apprécier à sa juste valeur. Comment avez-vous su? J'observe, dit-il simplement, vos pinceaux sont usés jusqu'à la garde. Vous privilégiez la qualité à la quantité. Cette attention la toucha plus qu'elle n'aurait voulu l'admettre. Accepteriez-vous de me montrer Paris? Demanda-t-il soudain. Non pas le Paris des salons que je connais déjà, mais celui des artistes, celui que vous aimez. L'après-midi s'écoula comme un rêve étrange. Ils parcoururent les passages couverts, ces galeries vitrées où se côtoyaient libraires et marchands d'estampes. Au passage Verdot, il s'attarda devant les gravures anciennes. Au passage des panoramas, elle lui montra les boutiques d'encre rare où elle s'approvisionnait. Dans ces espaces ni tout à fait intérieurs ni tout à fait extérieurs, une intimité nouvelle se tissait entre eux. Il lui parlait de littérature, elle lui racontait l'histoire des bâtiments qu'ils croisaient. Loin du protocole rigide de Montbrun, leur conversation coulait librement. « Savez-vous pourquoi j'aime ces passages ?» dit-elle alors qu'il s'arrêtait pour observer la lumière jouant à travers les verrières. Ils sont comme des mondes intermédiaires. Ni tout à fait la rue, ni tout à fait le salon. On y existe différemment. Il la regarda longuement comme s'il comprenait soudain quelque chose d'essentiel. Comme vous, n'est-ce pas? Ni tout à fait d'un monde, ni tout à fait de l'autre. Cette perspicacité la troubla. Personne n'avait jamais cerné aussi précisément sa position dans le monde. Le médaillon, dit-il finalement alors qu'il prenait un thé dans une modeste maison à l'abri des regards. L'avez-vous avec vous? Elle acquiesça et le sortit de sous son corsage. Il le contempla sans le toucher. Un jour je vous expliquerai tout, promit-il. Mais pas maintenant, pas encore. Pourquoi m'avoir permis de le garder? Parce qu'il vous appartient plus qu'à moi, plus qu'à quiconque. À la tombée du jour, il la raccompagna jusqu'à son immeuble. Sur le pas de la porte, un moment de flottement s'installa. Je repars pour Montbrun demain, dit-il. Quand reviendrez-vous? Dans quelques jours, répondit-elle. Le temps de terminer une commande en cours. Il s'inclina légèrement, presque timidement. Puis, dans un geste aussi bref qu'inattendu, il prit sa main et l'effleura de ses lèvres. À bientôt, Aurore. C'était la première fois qu'il prononçait son prénom. Le retour à Montbrun s'accompagna d'un changement subtil dans l'atmosphère du domaine. Les domestiques semblaient observer Aurore avec une curiosité nouvelle, comme si son absence temporaire avait modifié sa position dans l'ordre invisible de la maison. Le duc lui-même paraissait différent, plus distant en apparence, mais plus attentif dans les détails.
Il ne venait plus dans la galerie pendant qu'elle travaillait, mais faisait déposer chaque matin des fleurs fraîches dans son atelier. Une forme de langage muet s'établissait entre eux, fait de petites attentions et de regards qui s'évitaient en public, mais se cherchaient dans les miroirs. Un soir, alors qu'elle regagnait sa chambre après le dîner, elle croisa le vieil intendant, Monsieur Valois, qui servait la famille depuis plus de 40 ans. Madame Delma l'interpellait-il avec une déférence inhabituelle. « Puis-je vous dire un mot ?» Elle acquiesça, intriguée par son air préoccupé. « Pas ici, murmura-t-il en jetant un regard circulaire. Au cerf, demain à l'aube. Personne n'y va à cette heure. » Le lendemain, l'air frais du petit matin la fit frissonner tandis qu'elle se glissait discrètement vers les serres. L'intendant l'attendait déjà, ses mains noueuses triturant nerveusement sa casquette. « Je ne devrais pas me mêler de ces choses, commença-t-il. Mais j'ai servi la défunte duchesse depuis sa jeunesse, et certains silences pèsent trop lourd sur ma conscience. De quoi parlez-vous, monsieur Valois ? Du médaillon, dit-il en baissant la voix. Je vous ai vu le porter. Je sais que vous l'avez trouvé. » Aurore porta instinctivement la main à sa poitrine où reposait l'objet en question. « Comment savez-vous ? Parce que c'est moi qui l'ai caché dans la salle de musique sur ordre de la duchesse peu avant sa mort. Elle m'a fait promettre de ne jamais révéler son existence, sauf si... » Il s'interrompit visiblement troublé. « Sauf si quoi ? Sauf si vous veniez à Montbrun. » Le monde sembla vaciller autour d'Aurore. « Mais c'est impossible. La duchesse ne me connaissait pas. Je n'avais jamais mis les pieds ici avant le mois dernier. » Le vieil homme secoua lentement la tête. « Elle vous connaissait, madame, mieux que quiconque, peut-être. » Il hésita avant d'ajouter « Ce médaillon a été commandé par elle il y a 28 ans. La miniature à l'intérieur n'est pas récente. 28 ans. L'âge exact d'Aurore. Qui suis-je » murmura-t-elle, la gorge nouée. « Ce n'est pas à moi de vous le dire. Mais sachez que ce médaillon était destiné à vous trouver un jour. » La duchesse l'appelait sa promesse silencieuse. Ces mêmes mots que le duc avait employés le jour de la découverte. Coïncidence ou aveu déguisé? Le duc est-il au courant? Monsieur le duc sait tout, répondit simplement l'intendant. Il a toujours su. Cette conversation laissa Aurore dans un état de confusion profonde. Les jours suivants, elle observa le duc avec un regard neuf, cherchant dans ses gestes et ses paroles des indices sur cette vérité qui semblait l'envelopper sans qu'elle puisse la saisir. Le médaillon contre sa peau était devenu à la fois un réconfort et un fardeau. Il représentait une promesse dont elle ignorait encore la nature, un lien avec un passé qui lui échappait. Un matin, alors qu'elle travaillait sur un portrait particulièrement délicat, le duc entra dans son atelier sans s'annoncer. « La marquise de Sancerre revient demain, dit-il sans préambule, avec les Valençay et leur fille. Aurora sentit son cœur si serra, l'alliance matrimonial, murmura-t-il. Les négociations vont commencer, confirma-t-il, le visage fermé. Je ne peux plus les repousser sans susciter des questions. Un silence lourd s'installa entre eux. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda-t-elle finalement. Il s'approcha lentement, s'arrêtant à quelques pas d'elle. « Parce que vous avez le droit de savoir. Parce que rien n'est simple. Parce que le médaillon que vous portez pèse plus lourd que toutes les alliances du monde. » Sa main effleura brièvement la joue d'Aurore avant qu'il ne se reprenne et recule. « Bientôt, promit-il, bientôt vous saurez tout. » Il quitta la pièce, la laissant avec ses questions et une certitude nouvelle. Quelles que soient les révélations à venir, elles changeraient à jamais le cours de leur vie. La réception chez les Sancerre réunissait la fine fleur de l'aristocratie régionale. Aurore n'aurait jamais dû y être conviée, mais le duc avait insisté pour qu'elle l'accompagne, prétextant qu'elle devait examiner quelques portraits de famille qui nécessitaient une restauration. Vêtue de sa plus belle robe, un modèle simple mais élégant de soie bleue, elle se sentait comme une intruse parmi ces femmes couvertes de bijoux et ces hommes aux noms illustres. Le médaillon caché sous son corsage semblait pulser contre sa peau comme pour lui rappeler qu'un mystère la liait à ce monde qui la rejetait. La marquise de Sancerre l'accueillit avec une politesse glaciale. « Mademoiselle Delma, quelle surprise de vous voir parmi nous. » Le mademoiselle était délibéré, une façon subtile de souligner son statut incertain. Une femme sans mari, sans fortune, sans véritable place dans la hiérarchie sociale. « Madame la marquise, répondit Aurore en s'inclinant légèrement. Théophile m'a parlé de votre intérêt pour nos portraits de famille. Quelle curiosité touchante pour une artiste. » Le sous-entendu était clair, une artiste n'était qu'une commerçante déguisée, tolérée pour son utilité mais jamais acceptée comme égale. Madame Delma a un œil exceptionnel pour saisir l'âme derrière les apparences, intervint le duc en s'approchant. C'est un don rare. La correction madame et non mademoiselle résonna dans le salon comme un coup de tonnerre silencieux. Les conversations s'interrompirent brièvement, les regards se tournèrent vers eux. Ce simple changement de titre était une déclaration publique. Le duc de Montbrun plaçait cette femme sous sa protection, lui accordant un statut que personne n'osait lui reconnaître. La marquise palait imperceptiblement. Bien sûr, reprit-elle avec un sourire crispé. Madame Delmas, pardonnez mon erreur. Aurore sentit le poids de ce moment. Ce n'était pas une simple correction, mais un geste délibéré qui bouleversait l'ordre établi.
Le duc venait de tracer une ligne invisible entre elle et le reste de l'assemblée. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle se tenait à l'écart près d'une fenêtre, elle vit la marquise et le duc engagés dans une conversation animée mais discrète. Les regards furtifs jetés dans sa direction ne laissaient aucun doute sur le sujet de leur désaccord. Mademoiselle de Valençay, une jeune femme blonde à l'allure parfaite, observait également la scène avec une curiosité non dissimulée. Promise au duc selon les rumeurs, elle semblait évaluer cette complication inattendue dans ses projets matrimoniaux. « Il est rare que Théophile prenne position aussi ouvertement », murmura une voix à côté d'Aurore. Elle se tourna pour découvrir un homme d'âge mûr au regard bienveillant. « Comte de Vaudreuil » se présenta-t-il, un vieil ami de la famille Montbrun. « Vous connaissez bien le duc depuis son enfance, et je connaissais particulièrement bien la duchesse. » Il marqua une pause significative. « Vous lui ressemblez d'une certaine façon, pas physiquement, mais dans votre manière de vous tenir à la frontière des mondes. » Cette remarque troublante resta en suspens tandis que le duc revenait vers eux, visiblement tendu mais déterminé. « Aurore, dit-il en utilisant délibérément son prénom, nouvelle transgression sociale, permettez-moi de vous présenter le comte. C'est lui qui m'a recommandé votre talent. Nous venons de faire connaissance, sourit le comte. Et je confirme que mon intuition était juste. » Un échange de regards entre les deux hommes suggérait une complicité ancienne, comme s'ils partageaient un secret qu'Aurore commençait à peine à entrevoir. La soirée s'acheva dans une atmosphère électrique. Sur le chemin du retour vers Montbrun, dans la calèche silencieuse, Aurore osa enfin poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi avoir insisté sur le madame ? Vous savez bien que ce titre n'est qu'une convention pour me donner une respectabilité que je n'ai pas. » Le duc resta silencieux un long moment, son regard perdu dans la nuit. « Parce que c'est le titre qui vous revient, dit-il finalement, et parce qu'il est temps que certaines vérités commencent à se faire entendre, même si c'est d'abord par des murmures. » Cette nuit-là, en touchant le médaillon, Aurore comprit que le duc ne la voyait pas simplement comme une femme dont il s'éprenait, mais comme quelqu'un qu'il reconnaissait d'une façon qu'elle ne pouvait encore comprendre. Les conséquences du geste public du duc ne tardèrent pas à se manifester. Dès le lendemain, la rumeur courait dans les salons. Théophile de Montbrun avait défendu publiquement une roturière contre la marquise de Sancerre elle-même. Certains y voyaient une simple galanterie, d'autres un signe plus troublant. Aurore sentait le changement dans l'attitude des domestiques, plus déférents mais aussi plus curieux. Les visites au domaine se multiplièrent sous divers prétextes, chacun espérant apercevoir cette femme qui semblait avoir capté l'attention du duc veuf. Quant à Théophile, il semblait partager entre un désir de proximité et une retenue douloureuse. Leur conversation, autrefois fluide, devenait hésitante, chargée de non-dits. Un matin, alors qu'elle achevait la restauration d'un portrait particulièrement délicat, Aurore prit une décision. Le médaillon pesait contre son cœur comme une promesse impossible à tenir. Quelle que soit la vérité qu'il renfermait, elle ne pouvait permettre qu'elle ternisse la mémoire de la duchesse ou compromette l'avenir du domaine. Elle écrivit une lettre simple. « Monsieur le duc, mon travail à Montbrun touche à sa fin. Je partirai demain pour Paris où d'autres engagements m'attendent. Permettez-moi de vous remercier pour votre confiance et votre hospitalité. Les portraits restaurés retrouveront leur place dans la galerie familiale, témoin silencieux d'une histoire qui se poursuivra sans moi. Quant au médaillon, je vous le restituerai avant mon départ. Il appartient à Montbrun et à ses secrets. » Avec ma respectueuse considération, Aurore Delmas, elle fit porter le message, puis commença à rassembler ses affaires. Son cœur se serrait à l'idée de quitter ces lieux où, pour la première fois depuis longtemps, elle s'était sentie étrangement à sa place. La réponse ne vint pas du duc lui-même, mais du comte de Vaudreuil qui se présenta à sa porte en fin d'après-midi. « Il ne viendra pas vous voir, annonça-t-il sans préambule. Il respecte votre décision, mais il m'a chargé de vous remettre ceci. » C'était une petite enveloppe scellée contenant une simple carte. « Le médaillon vous appartient. Quant aux secrets qu'il contient, ils ne peuvent être révélés que dans un lieu où les murs n'ont pas d'oreilles. Rendez-vous demain soir à l'Opéra. La salle est fermée pour rénovation, mais la porte latérale sera ouverte. Paukusech. Dès l'annonce officielle des fiançailles avec mademoiselle de Valençay doit avoir lieu dans 3 jours, ajouta le comte. La marquise a accéléré les négociations après l'incident de la soirée. Alors pourquoi cette rencontre, demanda Aurore, la gorge nouée. Parce que certaines vérités doivent être dites avant que certains silences ne deviennent éternels, répondit simplement le vieil homme. Le lendemain, Aurore quitta Montbrun à l'aube, refusant les adieux officiels. Le médaillon battait contre sa poitrine comme un second cœur. Dans sa valise soigneusement emballée se trouvait une miniature qu'elle avait peinte en secret, le portrait du duc, non pas dans sa posture officielle, mais tel qu'elle l'avait vu dans les passages couverts de Paris, le visage adouci par la lumière tamisée, presque vulnérable. Paris l'accueillit sous une pluie fine qui voilait les contours de la ville. Son atelier lui parut soudain étranger, comme si elle revenait d'un voyage bien plus long que quelques semaines.
Les heures s'écoulèrent avec une lenteur insupportable jusqu'au moment où, vêtue simplement mais avec soin, elle se dirigea vers l'Opéra Désert. La porte latérale était entr'ouverte, comme promis. Dans l'obscurité feutrée du bâtiment silencieux, ses pas résonnaient comme des battements de cœur. Le palco l'attendait, une lueur vacillante filtrant sous la porte close. L'Opéra Désert avait quelque chose de solennel et d'intime à la fois. Les dorures se devinaient dans la pénombre, les velours rouges absorbaient le peu de lumière qui filtrait des quelques lampes allumées. Aurore poussa doucement la porte du palco 7. Théophile se tenait debout, face à la salle vide. Il se retourna lentement à son entrée, son visage partiellement dans l'ombre. Une unique bougie éclairait l'espace confiné, projetant des ombres mouvantes sur les murs tendus de soie. « Vous êtes venu, dit-il simplement. Le mystère était trop grand pour que je l'ignore, répondit-elle en restant près de la porte. Il lui indiqua le siège face à lui. Entre eux, la bougie vacillait doucement, comme le témoin fragile d'une vérité prête à être révélée. Le médaillon, commença-t-il. Vous l'avez apporté. Aurore le sortit de sous son corsage et le tint dans sa paume ouverte. Je ne comprends toujours pas pourquoi mon visage s'y trouve. Parce que ce n'est pas votre visage, dit-il doucement. C'est celui de votre mère. Le monde sembla s'arrêter de tourner. Aurore sentit le sang quitter son visage. Ma mère, Maze. Mes parents sont morts quand j'étais enfant. J'ai été élevé par une tante éloignée qui m'a toujours dit que vous étiez la fille d'un petit noble ruiné, compléta Théophile. C'est ce qu'elle croyait elle-même. C'est ce que tout le monde devait croire. Il se leva et vint s'agenouiller devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Écoutez-moi, Aurore. Ce que je vais vous dire va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Mais je vous dois cette vérité, quel qu'en soit le prix. Dans la pénombre de l'opéra fermé, l'histoire se dévoila comme un tableau longtemps caché sous un voile. La voix de Théophile était basse, presque une confession. Élisabeth de Montbrun, mon épouse, avait 17 ans lorsqu'elle rencontra le jeune comte de Marivaux lors d'un séjour à Venise. Un amour impossible naquit, passionné et secret. Quand elle découvrit qu'elle attendait un enfant, le scandale aurait détruit sa famille. Le comte était promis à une autre, une alliance politique qu'il ne pouvait rompre. Aurore écoutait pétrifiée, son cœur battant, à se rompre. Élisabeth revint précipitamment en France. Nos familles, alliées depuis des générations, trouvèrent une solution, nous marier rapidement, avant que sa condition ne devienne visible. J'avais 22 ans, je l'admirais depuis l'enfance. J'acceptais de devenir son époux et de reconnaître l'enfant comme mien. Vous n'étiez pas. Aurora Annie put terminer essay phrase. Non, je n'étais pas votre père biologique, mais j'étais prêt à vous aimer comme ma fille. Sa voix se brisa légèrement. Seulement les choses ne se passèrent pas comme prévu. La grossesse fut difficile. Élisabeth craignait que même reconnue officiellement, vous ne soyez toujours regardée avec suspicion, que les rumeurs ne vous poursuivent toute votre vie. Il reprit son souffle, comme si chaque mot lui coûtait. Elle prit alors la décision la plus douloureuse de sa vie. Vous confier à une famille de confiance, loin de Paris, sous un nom d'emprunt. Vous offrir une vie simple mais sans l'ombre du scandale. Le comte de Vaudreuil organisa tout. Vous êtes né dans le plus grand secret puis confié à cette tante qui ignorait votre véritable origine. Mais pourquoi le médaillon? Pourquoi me faire venir à Montbrun après toutes ces années? Élisabeth n'a jamais cessé de penser à vous. Le médaillon était sa façon de garder un lien. Elle y fit peindre son portrait, sachant qu'un jour, la ressemblance vous frapperait. Il hésita. Sur son lit de mort, elle me fit promettre 2 choses, veiller sur vous de loin, et un jour, quand le moment serait venu, vous révéler la vérité. Des larmes silencieuses coulaient sur les joues d'Aurore. Et le moment est venu parce que vous allez vous marier, murmura-t-elle avec amertume. Non. Il serra ses mains plus fort. Le moment est venu parce que je ne peux plus vivre dans le mensonge. Parce que vous voir chaque jour à Montbrun, reconnaître en vous les traits d'Élisabeth, sentir cette connexion inexplicable. Tout cela a réveillé une vérité que j'avais trop longtemps enfouie. Quelle vérité? Que j'ai aimé Élisabeth comme une épouse, mais que je vous aime d'une façon que je n'ai jamais connue avant. Pas comme une fille adoptive, pas comme un souvenir, mais comme une femme entière, libre, avec son propre destin. Le silence qui suivit était chargé d'émotions contradictoires. Aurore sentait le monde se reconstruire autour d'elle pièce par pièce, avec une géométrie entièrement nouvelle. « Je ne suis pas née de la honte, dit-elle finalement, comme pour elle-même. Je suis née de l'amour le plus pur et le plus courageux, confirma Théophile. Élisabeth vous a éloigné non par rejet, mais par protection. Elle a sacrifié sa joie maternelle pour vous offrir une chance de vivre sans le poids des préjugés. Dans la pénombre de l'opéra, Aurore pleura enfin toutes les larmes retenues depuis l'enfance. Des larmes non plus d'abandon, mais de reconnaissance. Des larmes qu'il avait le sentiment d'être une erreur qu'elle avait portée toute sa vie. Et pour la première fois, le médaillon contre son cœur ne pesait plus comme un secret, mais brillait comme une promesse tenue.
Le silence de l'opéra les enveloppait comme un écrin protecteur. Après les révélations, Aurore et Théophile restèrent un long moment sans parler, laissant les émotions se déposer comme une fine poussière d'or entre eux. « Que allez-vous faire maintenant » demanda finalement Aurore, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps » répondit-il en se redressant. « Rompre l'alliance avec les Valençay. Assumer les conséquences de mes choix, non plus de mes obligations. La marquise ne vous le pardonnera jamais. Peu m'importe, j'ai passé trop d'années à vivre selon les attentes des autres. » Il prit délicatement le médaillon entre ses doigts, l'ouvrant pour contempler le portrait. Élisabeth elle-même m'avait libéré de toute promesse avant de partir. « Vis pour toi, pas pour ma mémoire », m'avait-elle dit. Aurore sentit une émotion nouvelle l'envahir. Non plus la confusion ou la douleur, mais une forme de paix mêlée d'espoir. « Et moi, quelle est ma place dans cette histoire maintenant ?»« Celle que vous choisirez, dit-il simplement. Je ne vous demande rien, Aurore. La vérité n'est pas une chaîne, mais une libération. » Elle se leva, s'approchant de la balustrade du palco pour contempler la salle vide. Les ombres dansaient sur les dorures comme autant de possibilités qui s'ouvraient devant elle. « Toute ma vie j'ai cru que mon nom était un emprunt, que mon existence était une erreur à dissimuler, dit-elle doucement. Découvrir que je suis née d'un amour véritable change tout. Et pourtant rien. Que voulez-vous dire? Je reste Aurore Delma, l'artiste qui a construit sa vie pièce par pièce. Je ne peux pas devenir soudainement une autre personne, réclamer un nom, une place qui ne m'appartiennent pas par expérience. » Théophile s'approcha d'elle, respectant toutefois une distance que seul un geste d'Aurore pourrait effacer. « Vous êtes qui vous avez choisi d'être, acquiesça-t-il. C'est ce que j'admire chez vous depuis le premier jour. » Elle se tourna vers lui, son visage baigné par la lueur vacillante de la bougie. « Et vous, Théophile, qui choisissez-vous d'être maintenant ?» La question résonna dans l'espace comme une note de musique parfaite. Il s'avança d'un pas, comblant une partie de la distance entre eux. Un homme qui ne craint plus la vérité. Un homme qui reconnaît que l'amour n'est pas une trahison du passé, mais un hommage à la vie. Leurs regards se soudèrent dans la pénombre. Tout avait changé entre eux, le secret révélé avait transformé leur attraction en quelque chose de plus profond, de plus authentique. « Si je vous embrassais maintenant, murmura-t-il, ce ne serait pas le duc de Montbrun embrassant une artisane. Ce serait simplement Théophile découvrant Aurore, sans titre, sans passé qui nous enchaîne. » Elle franchit le dernier pas qui les séparait, effaçant toute distance physique et symbolique. « Alors embrassez-moi, dit-elle simplement. » Leur premier baiser fut comme une décision morale, autant qu'un geste d'amour. Doux d'abord, presque hésitant, puis plus profond, comme si chacun reconnaissait enfin dans l'autre une vérité longtemps cherchée. La lampe du couloir s'éteignit. Et pour la première fois, Aurore ne se sentit plus cachée dans le monde. Quelques jours plus tard, Paris bruissait de la nouvelle. Le duc de Montbrun avait rompu les négociations avec la famille Valençay. La marquise de Sancerre avait quitté la capitale dans un état proche de l'apoplexie. Quant à la mystérieuse artiste qui séjournait à Montbrun, les rumeurs les plus folles circulaient. Dans l'atelier parisien d'Aurore, une décision cruciale se prenait. Face à Théophile, elle posa ses conditions avec une assurance nouvelle. « Je ne serai pas d'abord votre épouse pour être ensuite reconnue. Je veux être reconnue pour ce que je suis avant tout engagement. Que proposez-vous? Laissez-moi le temps de m'établir véritablement comme artiste sous mon propre nom. Laissez le monde s'habituer à me voir comme une femme libre, pas comme une conquête ou un scandale. » Il sourit, admirant cette force qu'il avait toujours perçue en elle. Et le médaillon? Elle le sortit et l'ouvrit. À la place du portrait, elle avait inséré une nouvelle miniature, 2 mains entrelacées, peinte avec une délicatesse exquise. Il ne gardera plus un secret, mais une promesse. L'hiver avait cédé la place au printemps lorsqu'Aurore revint s'installer à Montbrun, non plus comme une artisane de passage, mais comme une résidente permanente. Sa réputation de miniaturiste s'était considérablement renforcée après une exposition remarquée à Paris, où ses œuvres avaient attiré l'attention des connaisseurs les plus exigeants. Elle avait posé ces conditions que Théophile avait acceptées sans réserve. Elle occuperait l'aile du domaine, y établirait son atelier principal, et continuerait à signer ses œuvres de son nom d'artiste, Aurore Delma. Leur relation, désormais connue mais toujours empreinte d'une discrétion élégante, faisait l'objet de commentaires dans les salons, mais le respect grandissant pour son talent imposait une certaine retenue même aux plus médisants. Le médaillon ne quittait plus son cou. Transformé par la nouvelle miniature qu'elle y avait placée, ses 2 mains entrelacées qui disaient plus qu'un portrait, il était devenu le symbole visible d'une histoire réécrite non plus dans le secret et la honte, mais dans la vérité et l'acceptation. Ce matin-là, debout dans la galerie des portraits, Aurore contemplait une nouvelle addition, un tableau qu'elle avait peint elle-même, représentant non pas un visage, mais le domaine de Montbrun au lever du jour, baigné dans une lumière qui promettait le renouveau. À côté, dans un cadre plus modeste mais placé à hauteur de regard, le portrait miniature d'Élisabeth avait trouvé sa place,
enfin exposée à la vue de tous. Théophile la rejoignit, glissant silencieusement sa main dans la sienne. « Les Vaudreuil viennent dîner ce soir, dit-il. Ils sont impatients de voir vos nouvelles œuvres. Et la marquise, a-t-elle finalement accepté l'invitation? Pas encore, sourit-il, mais le temps fait son œuvre. Même les préjugés les plus enracinés finissent par céder devant la vérité vécue avec dignité. » Ensemble, ils contemplèrent la galerie où désormais le passé et le présent cohabitaient sans conflit. Le médaillon contre le cœur d'Aurore n'était plus un poids, mais un battement paisible comme une promesse tenue après un long voyage. Certains secrets, murmura-t-elle, méritent de devenir des histoires. Et dans la lumière du matin qui baignait la galerie, le futur semblait enfin libéré des ombres du passé.